Alors, bonjour à tous. Voilà, Béatrice, c'est bon, on te voit et je pense que on t'entend. Oui, bonjour à tous. Parfait. Donc ça fonctionne et tu dois pouvoir partager Ouais. ta présentation. Tac. Alors merci à tous de vous être connectés en ce lendemain de SFR où je pense qu'on est tous relativement fatigués par l'intensité de ces 3 jours. Merci beaucoup Béatrice d'avoir accepté d'animer ce mercredi. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est bon, on la voit et c'est Est-ce en que plein vous, écran. ouais, C'est vous parfait. m'entendez? Et on t'entend bien aussi. Ah bah c'est Bon, parfait. On et va ben merci. pouvoir Oui, commencer, Guillermo, pour une petite vingtaine de minutes, c'est ça? voilà, c'est ça, exactement. Je te laisse la main pour 20 minutes et puis ensuite, il y aura les questions. Alors, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure, soit dans la conversation, soit dans le question-réponse. Merci beaucoup, Béatrice. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes derrière votre écran. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'ostéoporose masculine en répondant à la question suivante, quand y penser? Donc, je ne parlerai pas de bilan ou de traitement. Vous le savez, l'ostéoporose est plus rare chez l'homme que chez la femme, et c'est en partie lié au fait que les hommes ont des pièces osseuses plus longues et plus larges que les femmes, et donc un pic de masse osseuse qui est plus élevé. D'autre part, les hommes n'ont pas d'équivalent de ménopause, donc la diminution de la masse osseuse, elle est plus linéaire, elle est plus faible que chez la femme. Et puis, ben, ils vivent un tout petit peu moins longtemps que les femmes, donc un petit peu moins de temps pour se casser. Cependant, retenez cela, 20 à 25% des fractures de fragilité osseuse surviennent chez les hommes. On considère qu'un homme sur 5 après 50 ans aura une fracture ostéoporotique avant la fin de sa vie, donc ça fait un certain nombre d'hommes. Et puis vous le savez, les conséquences des fractures ostéoporotiques chez l'homme sont souvent plus graves que chez la femme, notamment la mortalité après fracture et notamment la mortalité après fracture de hanche. Vous savez que chez l'homme, 20% vont décéder dans l'année qui suit une fracture de hanche. Ce graphique vous schématise l'incidence des fractures en fonction du sexe. Donc, en noir, les femmes et les ronds blancs, ce sont les hommes. Avant 50 ans, l'incidence des fractures est plus importante chez les hommes et ceci correspond aux fractures traumatiques, donc les accidents de la voie publique, les fractures au cours de séances de sport intensives, les fractures au travail. Et puis après 50 ans, les courbes s'inversent et vous voyez que l'incidence des fractures, elle devient plus importante chez les femmes. Et ceci correspond aux fractures ostéoporotiques. Chez l'homme, vous voyez que l'incidence des fractures augmente également de façon exponentielle, comme chez les femmes, mais vous voyez qu'il y a un décalage d'une vingtaine d'années. Et la courbe décroche à partir de 70-75 ans. Donc, de la même façon que vous pensez à demander aux femmes 50 ans passés leur facteur de risque d'ostéoporose et de fracture, eh bien, vous voyez qu'il faut chez l'homme, dès 70-75 ans, avoir cette même habitude de recueillir les antécédents éventuels de fracture et puis les différents facteurs de risque. Donc, pour répondre à la question quand y penser, eh bien, un peu systématiquement chez l'homme, après 70 ans. Vous le savez, chez la femme, la carence en œstrogène accélère la résorption osseuse, ce qui explique la perte osseuse après la ménopause. Chez l'homme, la perte osseuse, elle est plutôt liée à une diminution de la formation osseuse. Et ceci va entraîner plutôt un amincissement des travées osseuses. La résorption osseuse, elle augmente très modérément chez les hommes. Et de ce fait, les perforations trabéculaires, elles sont moins importantes que ce qu'on rencontre chez les femmes. Il existe au cours du vieillissement chez l'homme également un amincissement cortical en lien avec une résorption endocorticale. Cet
amincissement cortical lié à la résorption endocorticale, il est en partie contrecarré par une apposition périostée qui va avoir tendance à élargir le diamètre de la pièce osseuse. On considère que la perte osseuse au col fémoral chez l'homme après 50 ans, elle est de 0,2 à 0,4% par an. En tout cas, c'est ce qui est retrouvé dans les études. Mais cette perte osseuse, elle s'accélère avec l'âge. Ainsi, à 85 ans, la perte osseuse au col fémoral chez l'homme, elle est 2,5 fois plus importante que celle attendue à 65 ans. Alors, première situation, quand penser à l'ostéoporose chez l'homme, eh bien, dans un contexte de fracture et de fracture à base cinétique, hein, l'équivalent d'une chute de sa hauteur. On va y penser en cas de fracture axiale et périphérique sur les mêmes sites que ceux considérés chez la femme. Alors, quand les patients sont hospitalisés pour fracture, c'est facile. On a le patient sous la main, on peut lui demander comment il est tombé, et puis si lui ne peut pas nous répondre, on a en général sa famille qui est là pour nous expliquer les circonstances de la chute. Quand on découvre fortuitement ou a posteriori une fracture, c'est beaucoup plus difficile de savoir si elle est d'origine ostéoporotique ou pas, et c'est notamment le cas pour les fractures vertébrales. Vous savez qu'il n'est pas simple de faire un diagnostic de fracture vertébrale et peut-être encore moins simple chez les hommes. Il faut d'abord, quand la fracture est ancienne, savoir différencier une fracture ostéoporotique d'une fracture traumatique. Et les patients ne se souviennent pas toujours de traumatismes anciens. Et puis parfois, ils se souviennent des traumatismes, ils sont capables de vous dire, oui, j'ai une fracture de la jambe, du bras. Mais souvent, les fractures vertébrales, elles passent complètement à la trappe. Donc, il faut essayer de s'aider en regardant des imageries plus anciennes. Ce n'est pas toujours évident. Ensuite, il faut différencier la fracture vertébrale ostéoporotique de la déformation vertébrale. Là encore, quelque chose qui n'est pas aisé et encore moins aisé chez les hommes qui ont davantage de déformations à type d'ostéodystrophie rachidienne de croissance. Donc, vous voyez, ça vous diminue la hauteur des corps vertébraux et pour autant, ce ne sont pas des fractures vertébrales. Il faut faire attention aux hernies intraspongieuses ou toute lésion arthrosique autre finalement qui artefacte la lecture des radiographies et qui rendent plus difficile l'interprétation des radios et l'éventuel diagnostic de fracture vertébrale. Alors en plus, ce n'est pas facile puisqu'il n'y a pas vraiment de méthode consensuelle pour retenir un diagnostic de fracture vertébrale. On a l'habitude d'utiliser la méthode semi-quantitative de Genant et c'est celle qui est utilisée la plus fréquemment dans les publications. Alors, vous savez qu'on retient une déformation vertébrale de grade 1 quand il y a une réduction de hauteur du corps vertébral de 20 à 25%. Donc, vous mesurez la hauteur la plus haute et puis celle la moins haute, puis vous faites la différence. Et si c'est entre 20 et 25% de différence de hauteur, vous retenez le diagnostic de déformation vertébrale de grade 1. Quand la différence de hauteur est comprise entre 25 et 40%, c'est un grade 2, et puis supérieur à 40%, c'est un grade 3. Alors quand vous êtes grade 2, grade 3, c'est souvent facile, mais les déformations vertébrales de grade 1, elles portent à confusion entre fracture ostéoporotique ou simple déformation vertébrale. Et donc certains auteurs préconisent plutôt d'utiliser des méthodes qualitatives. On s'intéresse à la hauteur vertébrale, mais surtout on recherche une dépression de la corticale qui signe une fracture vertébrale. Et cette différence de méthode pour diagnostiquer une fracture vertébrale, elle explique aussi finalement la différence de prévalence de fracture vertébrale qu'on peut retrouver dans la littérature en fonction de la méthode utilisée par les auteurs. Et vous voyez, je vous ai mis cet exemple, une étude canadienne. Les auteurs ont recherché les fractures vertébrales dans une large population d'hommes et de femmes, âgés en moyenne de 66 ans.
Quand ils utilisent la méthode semi-quantitative de Jennant, ils retrouvent une prévalence de fracture vertébrale ou de déformation vertébrale qui est de 16,4% et qui est identique chez l'homme et chez la femme. Et dans la moitié des cas, il s'agit de déformations vertébrales de grade 1, donc une réduction de hauteur du corps vertébral de 20 à 25%. Quand dans la même population, ils utilisent plutôt une méthode qualitative, ABQ, eh bien, vous voyez que là, la prévalence des fractures vertébrales, elle diminue à 6,7% et elle est un peu plus fréquente chez les femmes, 7,3%, que chez les hommes, 5,1%. Donc, vous voyez la différence de prévalence de fractures vertébrales en fonction de la méthode utilisée pour diagnostiquer la fracture vertébrale. Et quand on regarde sur le graphe ci-dessous la répartition des fractures vertébrales en fonction des vertèbres, vous avez donc à gauche, en utilisant la méthode semi-quantitative de Jennant, et vous voyez que le plus grand nombre de fractures surviennent dans la syphose thoracique, T6, T7, T8, et en noir, ce sont les grades 1, donc ce sont surtout des grades 1 dans cette syphose dorsale. Et quand on utilise la méthode qualitative ABQ, ben déjà, il y a moins de fractures et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de fractures vertébrales dans la syphose thoracique et qu'on en retrouve davantage à la charnière thoraco-lombaire. Donc, vous voyez quand la lecture des radios n'est pas simple et qu'en plus, en fonction de la méthode utilisée pour diagnostiquer la fracture vertébrale, eh bien, on ne retrouve pas forcément la même prévalence. Alors, autre exemple, je vous cite cette étude qui est la cohorte MINOS, qui est une cohorte d'hommes de la région lyonnaise. L'équipe lyonnaise de Roland Chapurla travaille beaucoup sur l'ostéoporose masculine et fournissent énormément de données intéressantes. Et vous voyez que dans cette cohorte, ils ont recherché la prévalence des déformations vertébrales, grade 1, grade 2, grade 3. Et ils montrent que la prévalence des déformations vertébrales de grade 2 et grade 3 augmente avec l'âge et avec la diminution de la densité minérale osseuse, alors que les déformations de grade 1, moins 20-25% de réduction de hauteur vertébrale, ne sont pas associées à une DMO qui est basse. Alors, ils concluent leur papier en écrivant que pour mieux identifier les fractures vertébrales d'origine ostéoporotique et donc liées à une DMO qui est plus basse et dont la prévalence augmente avec l'âge, eh bien, il faut plutôt retenir une diminution de hauteur vertébrale de 30% pour les vertèbres dans la syphose thoracique, comprise entre T6 et T9, et puis d'au moins 25% pour les autres vertèbres thoraciques et lombaires. Donc, quand on regarde les différentes études, la prévalence des fractures vertébrales, elle est la même quel que soit le sexe. Et c'est en grande partie lié à cette problématique de mesure de la fracture vertébrale en fonction de l'outil utilisé. La prévalence, elle oscille entre 12 et 20% en fonction des études. Par contre, quand on regarde l'incidence des fractures vertébrales, donc on fait un suivi de ces patients au cours du temps, donc l'incidence des fractures vertébrales, elle augmente dans les deux sexes, mais elle augmente davantage chez les femmes. Je vous ai pris l'exemple d'une étude nord-américaine, la cohorte Framingham. Il retrouve à baseline une prévalence similaire de fractures vertébrales chez les hommes et chez les femmes de 14%, mais l'incidence des fractures vertébrales, elle est 2 à 3 fois plus élevée chez les femmes, 24%, que chez les hommes au cours du suivi. Alors, la difficulté diagnostique de la fracture vertébrale, elle est rendue également difficile par le fait que parfois ces fractures vertébrales, elles sont peu symptomatiques et les patients ont parfois des douleurs qui ressemblent aux douleurs de lombalgie commune. Et puis, bien sûr, il faut être très, très vigilant dans votre lecture d'imagerie parce que vous savez que les radiologues omettent de noter dans leur compte-rendu bon nombre de fractures vertébrales. Et on considère que les fractures vertébrales, elles sont mentionnées moins d'une fois sur deux dans les comptes rendus des radiologues. Donc, intéressons-nous maintenant aux fractures hospitalisées. Donc, je vous ai repris ces données de l'étude Fractose. L'étude Fractose, c'est une étude française récente qui a été conduite par Christian Roux.
Et les auteurs se sont intéressés aux patients de plus de 50 ans, hommes et femmes, hospitalisés pour fractures ostéoporotiques sévères. Donc, ils ont considéré les fractures de hanche, de l'humérus proximal, du bassin, des vertèbres, et puis les fractures costales multiples. Vous voyez dans ce tableau, alors premièrement que les fractures de hanche représentent un fort contingent de fractures hospitalisées. Et vous avez la répartition en fonction du sexe, féminin ou masculin. Donc, on parlait des fractures vertébrales à l'instant. Donc, 40% des fractures vertébrales hospitalisées concernent des hommes, donc ce n'est pas négligeable. Quand on s'intéresse aux fractures de hanche, un quart des fractures de hanche hospitalisées sont des fractures survenant chez les hommes. La moitié d'entre elles surviennent avant 80 ans. Et vous voyez que l'âge moyen de la fracture de hanche, elle est de 77 ans chez l'homme et de 83 ans chez la femme. Regardons les fractures multiples de côte. Et là, vous voyez que les hommes sont plus concernés que les femmes pour ces fractures de côte. 57% des patients hospitalisés pour fractures de côte multiples sont des hommes. Alors, ces fractures de côte, elles sont importantes à prendre en compte. Elles sont souvent négligées et puis souvent, quand on demande les antécédents de fractures, les patients omettent de nous le dire et puis souvent, on oublie de dire et vous n'avez pas non plus eu de fracture de côte. Et pour autant, c'est des fractures de côte très importantes à prendre en compte. Elles sont fréquentes chez les hommes. Je vous rapporte ici des données de l'étude Mister Rose, qui est une grande étude, une cohorte prospective d'hommes de plus de 65 ans, plutôt en bonne santé, un non institutionnalisé. Donc, dans ce papier, donc, on a un suivi de 6 ans. Et vous voyez que les fractures de côte représentent un quart des fractures incidentes non vertébrales dans cette cohorte. Donc, vous voyez que le poids de la fracture de côte, elle est importante. Une fois sur deux, ces fractures surviennent suite à une chute. Et quand on regarde les facteurs de risque de fracture de côte de ces patients, on retrouve des facteurs de risque classiques d'ostéoporose, un âge élevé, une densité minérale osseuse basse. Et puis, l'antécédent de fracture de côte, c'est figuré sur le graphique que vous avez ici à gauche. La fréquence de fracture de côte, elle est d'autant plus importante chez les patients qui ont déjà eu un antécédent de fracture de côte. Et puis l'autre point important, avoir eu un antécédent de fracture de côte est prédictif d'avoir d'autres fractures de côte, bien sûr, mais également d'autres fractures ostéoporotiques, notamment des fractures de hanche. Donc elles sont vraiment très importante à prendre en compte au même titre que les autres fractures, que les autres antécédents de fracture. Autre exemple vous montrant le poids des fractures de côte, je vous ai figuré ici une étude canadienne, c'est la cohorte CAMOS. Là encore, des femmes et des hommes âgés de 25 à 84 ans. Donc, dans l'étude, il n'y a pas que des fractures ostéoporotiques qui sont colligées, avec un suivi à 10 ans. Et vous avez figuré sur ce graphique la première fracture incidente en fonction du sexe chez les femmes et chez les hommes. Donc, vous voyez que chez les femmes, la première fracture incidente la plus fréquente, c'est la fracture de l'avant-bras, la fracture du poignet. Et vous voyez que chez les hommes, la première fracture incidente la plus fréquente, c'est la fracture de côte. Donc, pensez à demander à vos patients s'ils ont ou pas eu des fractures de côte, au même titre que vous demandez s'ils ont eu d'autres fractures par le passé. Alors, en l'absence de fracture, il faut penser à l'ostéoporose en présence de facteurs de risque. Vous savez que chez l'homme, les causes secondaires sont les plus fréquentes pour expliquer l'ostéoporose. Et on a l'habitude de citer les 3 causes les plus fréquentes d'ostéoporose secondaire. L'hypogonadisme, surtout lié à l'hormonothérapie du traitement du cancer de la prostate. La corticothérapie prolongée, encore et toujours, vous le savez bien. Et puis la maladie alcoolique, à partir du moment où on boit plus de 3 verres de vin par jour. Un petit focus sur
la suppression androgénique et le cancer de la prostate. Euh, il est maintenant largement montré dans les études que les traitements hormonaux utilisés dans le cancer de la prostate augmentent le risque de fracture comparé à des patients avec cancer de la prostate qui n'ont pas de suppression androgénique. Là, je vous ai mis les résultats d'une grosse méta-analyse qui a repris des données de plus de 100 000 hommes. Et les auteurs retrouvent un risque relatif sous suppression androgénique de 1,23 en ce qui concerne toutes les fractures ostéoporotiques et un risque relatif de 1,39 en ce qui concerne les fractures vertébrales. Et une autre étude montre que chez les hommes survivant 5 ans après le diagnostic de cancer de la prostate, 19,4% de ceux ayant eu une suppression androgénique ont eu une fracture, comparé à 12,6% des patients qui n'ont pas eu de suppression androgénique, la différence étant bien sûr significative. Le risque de fracture, il augmente avec la durée de la suppression androgénique. Vous savez que vous avez des hommes qui sont mis sous agonistes de la LHRH à vie, d'autres qui ne vont avoir que 6 mois de traitement, d'autres 3 ans de traitement. Et donc, cette durée de suppression androgénique, elle est importante à prendre en compte quand on évalue le risque de fracture. Et puis, la suppression androgénique, elle augmente le risque de chute également, puisque la castration, finalement, modifie la composition corporelle. Et les hommes qui sont sous hormonothérapie ont une diminution de leur masse musculaire aux dépens de la masse grasse. Alors, vous le savez, on utilise, au-delà des agonistes de la LHRH, d'autres hormonothérapies, notamment des antiandrogènes. Par exemple, l'acétate d'abiraterone, qui est une hormonothérapie qu'on associe à une petite dose de corticoïdes. Donc ça aussi, ça contribue au risque d'ostéoporose. Et on a dorénavant pas mal de données quant à l'association agoniste de la LHRH et anti-androgène, nouvelle hormonothérapie. Je vous ai choisi cette étude-là, où ils ont repris les données de plus de 25 000 hommes de plus de 40 ans avec cancer de la prostate et qui ont été soit traités sans hormonothérapie, soit avec une hormonothérapie. Et les auteurs ont différencié agoniste de la LHRH seul, agoniste de la LHRH avec anti-androgène. Et vous voyez que le risque de fracture est plus important chez les hommes qui sont sous double hormonothérapie comparé aux hommes qui ont simplement, si je peux dire, un agoniste de la LHRH. Donc, la différence, elle est significative quand on regarde l'ensemble des fractures et puis regarder pour les fractures de hanche également. Donc, le cancer de la prostate, c'est fréquent. On voit beaucoup de patients avec cancer de la prostate et avec hormonothérapie ou double hormonothérapie. Et veillez vraiment à vérifier l'ostéoporose de ces patients et à faire le bilan de l'ostéoporose de ces patients. Alors, les étiologies des ostéoporoses secondaires masculines, elles sont fréquentes. Je vous ai fait un focus sur la suppression androgénique, mais il y en a beaucoup. Vous connaissez l'ostéoporose cortico-induite, bien sûr. Le risque d'ostéoporose est augmenté dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, et notamment la polyarthrite rhumatoïde. Les maladies digestives, les hépatopathies chroniques, les maladies respiratoires et notamment la BPCO. La BPCO, elle est fréquente chez l'homme et on considère que c'est un facteur de risque de fragilité osseuse à partir du stade 2 de Gold. Et la BPCO, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est une maladie qui regroupe beaucoup de facteurs de risque d'ostéoporose. Bien sûr, le tabagisme, l'inflammation systémique chronique que l'on a dans cette maladie et puis les exacerbations inflammatoires lors des exacerbations infectieuses bronchiques. L'IMC bas, le risque de chute est augmenté dans sa population. En tout cas, c'est des patients qui sont vraiment à risque d'ostéoporose et on a quelques données de fracture. Je vous ai choisi cette étude, 255 BPCO, 62% d'hommes
les auteurs ont réalisé une ostéodensitométrie et une radiographie dorso-lombaire à tous ces patients. 23% ont un T-score inférieur ou égal à moins de 5 et vous voyez que 36,5% ont au moins une fracture vertébrale sur les radiographies du rachis, avec le petit bémol que ce sont beaucoup de fractures comprises entre T8 et T12 et qu'on n'a pas dans cette étude le descriptif entre grade 1, grade 2, grade 3. Voilà, donc ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et quand les auteurs compulsent ostéoporose sur la densité osseuse et sur les radios, bah, vous voyez qu'un patient sur deux peut être considéré comme étant ostéoporotique. On a des étiologies qui sont plus rares. Bah, je citerai la mastocytose pour faire plaisir aux Toulousains, mais il faut bien sûr penser à l'ostéoporose en cas de mastocytose. Les endocrinopathies, l'hyperparathyroïdie, bien sûr, c'est un grand facteur de risque d'ostéoporose, mais l'hyperparathyroïdie, elle est moins fréquente chez les hommes que chez les femmes. Pensez à l'ostéoporose des patients ayant une maladie neurologique, notamment une maladie de Parkinson, qui est une maladie très largement associée aux fractures. Et puis, il y a des étiologies à venir. On a beaucoup parlé au congrès de la SFR du risque de fractures vertébrales liées à l'immunothérapie, au checkpoint inhibiteur. Mais là encore, il va falloir surveiller de près ces patients traités par checkpoint. Alors, vous le savez aussi, le risque de fracture, il augmente avec le cumul des facteurs de risque. Ici, vous avez un graphique issu des cohortes de Mister Os. L'incidence des fractures, et là c'était les fractures de hanche, elle augmente avec le cumul des facteurs de risque et bien sûr avec le T-score de DMO qui est bas. Chez l'homme comme chez la femme, la densité minérale osseuse, elle prédit la survenue de fractures ostéoporotiques, indépendamment de l'âge, du poids corporel et des antécédents de fractures. On considère que l'augmentation du risque de fracture de hanche, elle est de 3,2 pour chaque diminution d'un écart type de la densité minérale osseuse fémorale. Mais comme chez la femme, vous savez qu'un bon nombre de fractures ostéoporotiques ou de fragilité osseuse surviennent alors même que le T-score est supérieur à moins 2,5. Donc, plus votre T-score est bas, bien sûr, plus le risque de fracture augmente, mais vous avez une bonne partie des fractures qui surviennent chez des patients avec un T-score de DMO supérieur à moins 2,5. Je vous ai repris ici des données d'une étude qui s'appelle la Rotterdam Study, qui est une étude prospective d'individus âgés de plus de 55 ans et suivis pendant plus de 6 ans. Et vous voyez que dans cette étude, seuls 21% des fractures non vertébrales et 39% des fractures de hanche sont survenues chez des hommes avec un T-score inférieur à moins de 5. Donc, bien sûr, le T-score de DMO est un important facteur de risque de fracture important à prendre en considération, mais il faut bien sûr prendre en compte tous les autres facteurs de risque de fragilité osseuse et donc faire un interrogatoire policier comme vous avez l'habitude de le faire. Et pour terminer, il faut penser également à l'ostéoporose masculine en cas de chute répétée. Je vous ai repris ici des données d'une étude toute récente qui a repris des données de 900 000 femmes et hommes de 46 cohortes prospectives. Au moins une chute dans l'année est survenue chez 21% de ces patients. Et les auteurs retrouvent qu'une chute au cours de l'année écoulée est associée à un risque significativement accru de fractures ultérieures chez les femmes, mais encore plus chez les hommes, avec un hazard ratio à 1,53. Et plus le nombre de fractures est important au cours de l'année écoulée, plus le risque de fracture augmente. Vous voyez, si on se met sur la fracture de hanche, le risque de fracture est à 1,58 s'il y a eu une chute au cours de l'année, 2,43 s'il y a eu deux chutes dans l'année et à 4 s'il y a eu au moins 3 chutes au cours de l'année écoulée. Donc vraiment, méfiez-vous de ces patients chuteurs et chuteurs répétés. Donc, en pratique, pour ne pas dépasser mon temps de parole, quand penser à l'ostéoporose chez l'homme, donc quel que soit l'âge en cas de fracture par fragilité osseuse,
en cas de facteur de risque de fragilité osseuse, en cas de chute répétée, et puis, je dirais, un peu systématiquement à partir de 70-75 ans chez tous les hommes. J'en ai fini, Guillermo. Merci beaucoup, Béatrice. C'était extrêmement clair et effectivement, je pense que c'est peut-être une démarche qui est beaucoup moins systématique pour beaucoup d'entre nous que chez la femme. Donc, n'hésitez pas toutes et tous à poser vos questions, soit dans la conversation, soit dans l'onglet questions-réponses. Euh, Moi, je vais peut-être commencer avec une première question. Est-ce que, parce que tu montrais que les premières fractures qui survenaient, c'était les fractures des côtes chez l'homme. Est-ce qu'on les considère comme une fracture sentinelle, la fracture de l'extrémité inférieure du radius chez la femme, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie de ces fractures qui est pas d'origine ostéoporotique, mais traumatique? Mm. Oui, euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillermo. Je pense qu'effectivement, c'est comme la fracture de poignet chez la femme, la fracture sentinelle de l'ostéoporose probablement. Mais ces fractures de côte, elles surviennent également à tout âge chez l'homme, hein. Et on en retrouve chez les sujets âgés et très âgés, hein. Donc, c'est pas que l'apanage des hommes jeunes. Donc, il faut les considérer à tout âge. Je suis d'accord avec toi qu'une partie des fractures de côte est d'origine traumatique, mais elle est trop souvent considérée comme étant toujours traumatique, la fracture de côte. Et on ne pense pas spécifiquement à demander l'antécédent de fracture de côte et les patients oublient ces fractures de côte. Donc, je crois Merci. il Ouais. faut quand on pose la question, bien sûr, est-ce que vous avez déjà eu des fractures, fractures vertébrales, fractures des bras, des jambes, du poignet, il faut aussi, je pense, demander est-ce que vous avez eu des fractures de côte. Merci beaucoup. Et puis, alors, moi, j'avais une question parce qu'effectivement, je n'avais pas du tout ces notions de l'augmentation importante, notamment très très importante du risque de fracture chez les patients avec un double traitement, un double blocage hormonal dans le cancer de la prostate et avec des chutes répétées, donc deux situations un peu différentes. Mais dans ces deux cas-là, aujourd'hui, euh, on n'a pas de problème pour prescrire une stéodensitométrie, par exemple, chez quelqu'un qui n'aurait pas de fracture identifiée. Ça va être un facteur de risque majeur, vu l'augmentation du risque décrit. Est-ce que c'est accepté par la sécurité sociale de faire une ostéodensitométrie pour euh, documenter ou rechercher une diminution de la masse osseuse qui peut-être nous pousserait à mettre un traitement avant une première fracture? Oui, oui, c'est quand même des situations qui sont très à risque et les cancérologues sont assez sensibilisés à ce sujet, en tout cas les nôtres dans notre région, mais je pense que c'est partout ailleurs. Et de la même façon qu'ils ont pris l'habitude de faire un dépistage de l'ostéoporose chez les femmes avec cancer du sein sous inhibiteur de l'aromatase, maintenant ils ont pris l'habitude de nous adresser ces patients pour un dépistage de l'ostéoporose. Ouais. Donc oui, oui, c'est des patients très à risque et il faut faire un dépistage de l'ostéoporose. Tout à fait. Surtout qu'ils ont une durée d'hormonothérapie qui est très variable. Alors, il faut la prendre en compte, hein, c'est important, hein, parce qu'il y a des patients qui ne vont avoir que 6 mois d'hormonothérapie, Hmm. et puis d'autres patients plutôt 3 ans, et puis d'autres patients plus longtemps. Donc, il faut prendre en compte aussi dans la décision thérapeutique cette durée d'hormonothérapie. Et tu sais à peu près la proportion de patients avec un cancer de la prostate qui va recevoir ce double blocage avec deux molécules? Tu me poses une colle, Guillermo. Désolé, ah, mais moi j'en ai aucune idée non plus, mais J'ai le droit à c'est un ça. joker. Ah, bien sûr. Je connais pas suffisamment bien les recommandations de traitement, alors là, je ne pourrais pas te dire quel est le pourcentage de patients. Je te dirais des bêtises, donc je vais rien dire. Eh ben, merci beaucoup Béatrice, c'était très clair. Il est 13h38, donc je pense qu'on va terminer la réunion. Et puis, on vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour le dernier épisode des mercredis du coiffeur de l'année avec le professeur Bast de Rouen qui parlera du défilé cervico-thoraco-brachial. Bon après-midi à tous et merci encore Béatrice. Bonne journée à tous et tous.